troisième intervention, donc cette fois-ci Alvaro Artigas qui nous vient donc, du C2E à Sciences Po pour nous parler de comment est réglementé dans différentes villes les aspects politiques de la qualité de l'air. Merci Martin, merci à tous, merci de l'accueil. Alors je suis très inquiet après la présentation de Philippe Gaël. En fait, je vais aller voir mon cardiologue parce que j'ai vécu 6 ans à Santiago du Chili. En fait, je travaille à Manille, c'est un de mes terrains. Enfin, donc voilà, c'est très mal parti. Donc j'espère être en santé pour pouvoir boucler cette présentation. Donc je vais essayer d'être... alors moi je pars de l'autre extrême en fait de ce faisceau d'entrée scientifique, en fait, parce que moi, ça va être un peu plus macro. Enfin, je vais vous parler quelque part de comment nous, on réfléchit aux questions de la qualité de l'air, des inventaires de gaz à effet de serre, en fait, et comment tout cela s'articule à l'échelle des politiques publiques. Et vous parlez aussi d'une manière un peu abstraite au début, et ensuite, en vous présentant quelques focales qui sont spécifiques à des études qu'on a réalisées, par exemple dans le transport, en fait, sur certaines villes européennes et ailleurs, et aussi le cas de certaines villes asiatiques. Ça, j'ai réduit au minimum pour ne pas vous donner des contextes qui sont trop éloignés. Mais ça, c'est aussi un travail qu'on fait avec la Lee Kuan Yew, en fait, à l'Université nationale de Singapour, en fait, sur un projet comparatif. Donc, en allant très vite sur les questions, et voilà. Je ne sais pas si on peut maintenant distribuer les slides ou les gens se sont usage privé. Je sais pas, on peut communiquer une version simplifiée. Voilà. Mais pour nous, en fait, ce qui est important, c'est de réfléchir en fait à ces questions climatiques à partir surtout d'une approche qui soit locale et une approche qui soit qui trouve son origine en fait à partir des réponses en fait des gouvernements, des niveaux de gouvernement, des administrations, voilà, et comment tout cela s'enchevêtre, à partir aussi des demandes sociales en fait spécifiques en fait qui vont dans un sens ou dans l'autre, en fait qui cherchent à améliorer les qualités de vie. Alors amélioration de qualité de vie qui reste un sujet assez particulier et très subjectif. Progressivement, nous on le voit dans les rapports, en fait, l'évolution depuis les questions de durabilité vers les questions en anglais on dit livability, qualité de l'air, qualité de la vie, qui sont des notions assez abstraites et qui se prêtent à beaucoup d'interprétations. Mais pour notre travail essentiellement, on a réfléchi, et c'est le cas des 3 derniers projets de CapGNJ, un autre projet qu'on est en train de monter avec l'Asie, sur comment, à partir des échelles territoriales, on réfléchissait à la question de la contamination atmosphérique, en fait, à la question des inventaires de gaz à effet de serre, et finalement, qu'est-ce qu'on mesurait, en fait. Et ça, c'est très important, parce que souvent, en fait, c'est des domaines qui se chevauchent entre eux, en fait, surtout quand on les aborde à partir des politiques elles-mêmes. Les politiques de transport, en fait, elles traitent des questions qui sont liées à la contamination atmosphérique, mais également aux inventaires, aux émissions elles-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on mesure à la fin de compte? Et donc, on s'intéresse au changement climatique, à la pollution, à la qualité de l'air, aux indicateurs de santé. Et c'est pour ça que c'est très bien qu'on ait eu cette présentation avant, parce que justement, en partant du point d'origine, en fait, les motivations pour conduire ces politiques, pour mener à bien ces programmes, et tout autre, en fait. Ces considérations de santé qui nous semblent évidentes dans cette salle, par exemple, sont très éloignées, en fait, des préoccupations des gens qui se trouvent en périphérie de Paris, qui viennent en 2 roues sur le centre de Paris et qui s'opposent aux ZFE, en fait. Donc, on voit que les motivations sociales, l'agrégation de ces intérêts, en fait, souvent prend le contre-pied, justement, des initiatives qui sont mises en place pour contrôler ou aborder ces différents problèmes. Donc, la manière selon laquelle on cadre ces problèmes de politique publique, c'est ce qu'on appelle le cadrage, en fait, dans notre discipline, est essentielle pour comprendre, finalement, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus. Et je vais vous inviter à réfléchir très vite sur cette question aussi à partir de comment on construit les inventaires, parce que selon ce qu'on inclut, selon ce qu'on laisse dehors, selon qu'on intègre les différents scopes, ce qu'on appelle les différents scopes 1, 2, 3, il y a des processus qu'on n'intègre pas, ou aussi on pollue l'air de quelqu'un d'autre ailleurs. Je trouve que c'est important parce que dans cette discussion finalement de la qualité de l'air aussi, il y a un aspect essentiel qui est souvent très localiste en fait. On se préoccupe de la qualité de l'air chez nous, mais pas nécessairement au Bangladesh, en Inde ou en Chine, ou à Wuhan, où on va produire pas mal des
biens de consommation qu'on utilise au quotidien. Donc, c'est des questions qui sont très importantes, mais aussi, il y a une question de responsabilité, en fait, des différents niveaux qui sont concernés par ceci. En fait, est-ce une question qui est la responsabilité des gouvernements locaux? C'est une question qui concerne plutôt les gouvernements régionaux. Selon les villes européennes, c'est l'un ou l'autre, ou les deux. Hein, ça dépend. Aussi les gouvernements nationaux, ou est-ce plutôt des questions qui sont davantage, qui devraient s'orienter davantage vers des industries spécifiques, des industries clés, ou est-ce au contraire aussi des pratiques sociales agrégées, en fait? C'est finalement une responsabilité collective, en fait. Et finalement, c'est à la société de s'en occuper. Hein, si on rentre dans un schéma très libertarien, hein, qui semble être à la mode ces jours-ci, en fait, outre-Atlantique, en fait, finalement, ça ne concerne qu'à la société elle-même. Et finalement, le gouvernement n'aurait pas à s'en mêler, après tout, hein, chacun pour soi et Dieu pour tous. Bon, bah donc, du coup, selon l'approche qu'on aborde, en fait, on voit qu'il y a énormément de points d'entrée, finalement, à cette question. Et finalement, la question de la gouvernance, en fait, qui est celle sur laquelle j'atterris vers la fin, je vais détailler cela, je vous rassure, hein, c'est finalement la combinaison de tous ces points d'entrée, finalement, de tous ces acteurs, dans une articulation qui soit à peu près cohérente, en fait. Et en sachant aussi que cette cohérence a une tendance à être différente selon le contexte dans lequel on se trouve, selon le contexte local, selon le contexte national, selon le contexte régional. Donc, avant toute chose, je pense que c'est important d'expliquer aussi de manière très conceptuelle, en fait, ce que c'est un plan climat local. Hein, et ici, je prends un peu les conclusions, en fait, et partie de notre travail qu'on a fait de manière comparée. En fait, c'est finalement un plan qui présente des propositions politiques, hein, finalement, et aussi avec des outils de planification, en fait, pour élaborer, en fait, et mettre en œuvre une stratégie d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Ça semble assez évident, en fait, finalement, on mobilise des ressources, on crée finalement des routines et des dispositifs qui permettent de réduire, en fait, l'impact des émissions et aussi, autant cela se peut, en fait, de penser des mécanismes d'adaptation possibles qui puissent être associés. Et atténuation et mitigation et adaptation, en fait, vont souvent main dans la main dans ces plans climat. Il n'y a pas une valeur intrinsèque, en fait, du niveau local à la base, en fait, sur la question des émissions, mais si sur la question de la qualité de l'air. Mais dans l'absolu, néanmoins, en fait, progressivement, et j'ai pas fait une revue des articles, en fait, qui parlent justement des articles scientifiques publiés sur la question de comment, au niveau local, on gère la question de la qualité de l'air et des émissions, mais en fait, il y a une progression tout aussi significative là-dessus, en fait, dans les sciences humaines et dans les études de politique publique. En fait. Si je peux donner juste un exemple très concret, en fait, pour l'organisation de l'IPA, qui est notre conférence l'Association internationale de politique publique, en fait, on est passé d'avoir un seul panel qui traitait de ces questions à en avoir 5, en fait, sur l'espace de 6 années à peu près. On voit quand même que cette progression intéresse, ça attire des vocations, en fait, et c'est d'autant mieux que la question de la lutte contre le changement climatique et la qualité de l'air, c'est une question aussi éminemment politique depuis notre point de vue, en fait. On ne conteste pas la contribution des sciences, mais on dit aussi, dans notre discipline souvent, en fait, que surtout l'apport des sciences expérimentales, on a énormément de contributions à ce niveau-là, mais on a une compréhension très limitée de comment ces processus fonctionnent au niveau politique. Voilà. Donc, pour vous donner quelques éléments aussi sur et un peu les défis auxquels on est confronté quand on réfléchit à ces questions environnementales à partir de l'échelle locale. Souvent, on parle d'abord d'une première difficulté qui est celle d'une capacité limitée. Alors, une capacité limitée, ne le voyez pas tellement dans le sens où il n'y a pas de capacité, plutôt qu'elles sont limitées parce qu'il y a des entités administratives autres, en fait, qui coexistent, avec lesquelles il faut composer. En fait, c'est davantage dans ce sens-là. Et cela aussi... finalement conduit à ce qui est une présence finalement réduite de ressources spécifiques pour pouvoir mesurer en fait ces polluants, en fait, pour pouvoir justement procéder à une étude systématique, à la collecte de données sur la longue durée, et des données qui finalement communiquent entre elles.
Là, me référant davantage aux cas sur lesquels on travaille dans le sud global, si je peux me permettre cette expression qui est peu utile, mais souvent, en fait, on voit que la mise en place de ces systèmes d'inventarisation, de mesure de la qualité de l'air est le résultat de programmes de coopération de type ODA, en fait, coopération officielle, coopération technique, en fait, d'agences de développement, GIZ, AFD, etc. Donc ça, c'est une complexité additionnelle qui s'ajoute à cette capacité limite. Aussi, il y a des lacunes institutionnelles assez précises, en fait, c'est la coordination entre ces différents niveaux. Souvent, en fait, du fait de, des éléments qui sont inclus ou exclus, en fait, des finalement capacités de collecte ou pas, en fait, qui sont présentes à l'échelle des villes par rapport aux régions, en fait, et de l'opportunité, en fait, pour les villes et pour les métropoles, finalement, de mettre en place leurs propres compétences, en fait, en matière de collecte de ces émissions, et qui souvent aussi sont gérées, et là, étant donné que je parle depuis ma discipline, par des logiques de rivalité, par des logiques de concurrence politique. Enfin, on le voit à l'échelle de la métropole de Paris, enfin voilà, la coexistence difficile entre la ville et la région Île-de-France. Enfin, donc, je souhaiterais vous dire que c'est un problème uniquement parisien, mais malheureusement, il s'applique un peu partout. Et donc ça, c'est des éléments avec lesquels il faut composer et qu'il faut comprendre aussi, dont la difficulté à, des fois, harmoniser, finalement, réconcilier la production de ces données. Et finalement aussi le niveau local finalement et l'échelle des villes est significative parce que aussi elle est très exposée finalement à ces impacts en fait, de ce qu'on appelle les black swans en anglais, en fait ces événements inattendus, en fait la crise du Covid, ou finalement l'instabilité qui est amenée par le changement climatique. Alors voilà, ça c'est pas inattendu, en fait c'est très attendu, mais on ne sait pas exactement quoi est-ce que cela se produit. J'étais la semaine dernière à Barcelone, justement, on a parlé énormément en fait, de l'impact de la Dana à Valencia, mais pas que là-bas, en fait en Andalousie, en fait, d'ailleurs c'était quand je m'y trouvais, faire du terrain. Donc c'est un autre aspect, et finalement le fait que ces entités locales se retrouvent aussi dans des processus de réarticulation de leur composition, c'est-à-dire que beaucoup de ces villes sont dans un processus de métropolisation, en fait, et un processus qui finalement n'est jamais véritablement abouti, conduit aussi à certaines incertitudes par rapport aux ressources avec lesquelles on va disposer à l'avenir pour pouvoir collecter ces données, pour pouvoir réfléchir en fait à comment on traite ces questions. J'ai mentionné le cas de Paris, bien sûr, avec la métropole, le Grand Paris, qui est une entité que pour nous, qui travaillons à l'échelle locale, est une entité complexe. Mais il y a d'autres entités avec lesquelles on travaille dans le sud global. Par exemple, Mani, c'est un exemple assez intéressant. Moi, quand j'ai commencé à travailler en 2014 aux Philippines, ça s'appelait Mani et Métro Mani. Maintenant, on appelle ça Méga Mani. Et on est en train de réfléchir justement à comment construire aussi des compétences sur déjà une métropole qui ne fonctionne pas. Maintenant, ça sera une ville-région qui ne fonctionnera pas non plus. Donc voilà, c'est pour vous dire, en fait, on est dans une logique d'expansion, en fait, de construction, de consolidation institutionnelle qui a une conséquence aussi sur les plans stratégiques que l'on met en place sur la longueur. Et aussi, finalement, pour boucler cette partie de mon propos, les villes restent des entités très importantes parce qu'elles ont une grande capacité pour mobiliser en fait des acteurs. Et on en parlait justement à la pause, en fait. Ils ont cette capacité aussi d'expérimenter en fait sur des méthodes peu orthodoxes de collecte des données. En fait, pas à partir nécessairement d'approches, ce que nous on appelle command and control, en fait, dirigiste, mais à partir d'expérimentations, par exemple avec les cours d'école. Je vais vous présenter une petite focale sur un programme qui est à Barcelone, en fait, qui est très intéressant. Et d'autres expérimentations, comme ont été conduites, par exemple, à Chicago, avec Argonne à l'époque. En fait, voilà. Les villes, les localités se prêtent très bien à ce type d'expérimentation. Mais souvent aussi, ces expérimentations sont contrôlées par, j'appelle des pulsions centralisantes, en fait, des États centraux qui... des fois s'interrogent sur une capacité trop étendue à l'échelle locale à pouvoir se gouverner de manière environnementale. Et on le voit, tous les débats qui ont lieu sur l'Institut Paris Région, sur les dotations que reçoivent des agences comparables à Paris. Voilà, c'est des questions dans lesquelles on pourra en parler. Et donc voilà, donc c'est essentiellement, toutes ces questions gravitent sur
la capacité de coordination, cette capacité à réfléchir ces questions environnementales et à pouvoir les aborder à l'échelle locale. Donc, puisque tout le monde a parlé depuis de leur discipline, moi il fallait que je parle un petit peu de la théorisation de la mienne, hein, je suis désolé, mais chacun vend ses produits sur le marché. Nous on réfléchit surtout, quand on réfléchit à la production de politiques publiques, en fait on réfléchit à partir de deux grandes approches. En fait c'est un peu les deux champs qui s'affrontent dans notre discipline, hein, une approche qui est éminemment positiviste, en fait, qui se concentre essentiellement sur le design, sur des dispositifs qui sont très bien arrêtés, avec des instrumentations très calibrées sur les résultats que l'on compte obtenir. Donc en fait on produit des inventaires avec des outils de collecte très finalement précis, où on fait une grande place aussi dans ce type d'approche, en fait, à des dispositifs techniques très aboutis également, qui permettraient de sensoriser, en fait, la collecte des pollutions atmosphériques à l'échelle de rues ou de quartiers. Par exemple, la ville de Barcelone se trouve aujourd'hui un peu sur cette démarche-là, mais on a des exemples à l'échelle de l'Europe, par exemple le cas de Copenhague, en fait, où des districts entiers ont été équipés de ce type de dispositif. Mais la deuxième approche, qui est un peu une approche très sociologique, et peut-être c'est une approche à laquelle nous on se sent un petit peu plus proche, et un petit peu moins anglo-saxonne là-dessus, s'interroge plutôt sur comment les complexités de la mise en œuvre, en fait, de ces plans climat finalement ont un potentiel de révision, en fait, des objectifs initiaux, et finalement comment le contact de ces dispositifs, ces outillages avec le corps social, finalement, force des fois, en fait, à réviser l'efficacité de ces dispositifs, en fait, l'opportunité de revoir les mécanismes de calcul et d'intégrer finalement d'autres domaines qui, initialement, auraient pu être exclus ou qui n'ont pas été pris en compte dans leur totalité. Donc, en fait, c'est des questions que nous retrouvons assez souvent, et voilà, nous, on appelle ça aussi la capacité de ces processus à mener à bien ces transformations. Voilà, les transformations qu'on appelle de premier ordre, deuxième ordre et troisième ordre, mais voilà, ça c'est plus pour ceux qui voudront lire la slide par la suite, donc je peux l'expliquer davantage pendant la pause. Aussi, et ça concerne la théorie, mais en relation avec l'échelle locale, ça pose le problème de comment on réfléchit aujourd'hui à la capacité en matière de politique publique, et ça c'est une réflexion qui va au-delà du niveau local, en fait, ça aborde le niveau national, le niveau régional, le niveau local, par égal. C'est plus comment aujourd'hui ces différents niveaux, indépendamment de qui ils sont, intègrent ces trois dimensions. En fait, c'est pour ça que j'ai zoomé un petit peu sur les trois, en fait, et ça c'est une typologie créée par Brenton, en fait, très bon auteur, sur comment aujourd'hui on est confronté à des défis qui sont très complexes. Alors, nous on appelle ça des problèmes pervers, wicked problems en anglais, c'est un terme. Alors il faut faire très attention avec wicked problems, c'est un peu comme le mot gouvernance. Ouais, on l'a beaucoup utilisé pendant les 20 dernières années, au point que maintenant ça ne veut plus rien dire. En fait. Et wicked problem, c'est un peu la même chose. Il y a un peu, chaque problème est wicked, donc comme tout est wicked, finalement rien n'est normal, et comme rien n'est normal, on perd une capacité d'approche des problèmes de politique publique. Donc ça, très attention. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'on est confronté à des problèmes qui sont très complexes, hein, et surtout qui changent très vite, dans des environnements qui changent très vite. Et rien qu'à voir les présentations qui ont été faites antérieurement, et je pense à la présentation de Philippe Canage sur l'impact du PM2.5 sur la santé, en fait, et la diversité, en fait, de domaines que cela touche dans des programmes de santé. Enfin, la réponse, déjà, j'étais en train de fabriquer dans ma tête une réponse en matière de politique publique, c'est effarant, en fait. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait aborder cela, et je serais très heureux d'avoir une discussion là-dessus pendant le grand débat. Mais aussi, on aborde des crises ponctuelles. C'est-à-dire qu'il y a une complexité, en fait, des problèmes auxquels on fait face. La pollution atmosphérique n'est plus ce qu'elle était dans les années 50. Les émissions ne sont pas ce qu'elles étaient dans les années 70. Hein. On n'est plus dans le Great Smog de l'ombre, voilà, où il y avait une réponse précise par rapport au CO2. Ici, c'est une variété assez étendue de problèmes associés et faits sur le moyen et long terme. Mais cela est combiné aussi avec des crises récurrentes, en fait, ponctuelles, en fait, qui rythment ces complexités. Alors, je dirais pas les pics, mais plutôt ces effets inattendus, en fait, que génèrent, en fait, ces polluants, en fait, et une plus grande, peut-être, compréhension de cela. Et aussi, progressivement, ce mécontentement contradictoire, en fait, des sociétés qui sont exposées, en fait, à cette dégradation de la qualité de l'air, mais aussi aux conséquences
de l'accumulation de polluants et de GES à l'échelle atmosphérique. Hein. C'est l'exemple que j'ai donné avant. C'est-à-dire qu'on est très inquiet, mais on veut surtout continuer à vivre comme avant. C'est une inquiétude finalement très stagnante et statique plutôt. Voilà. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que finalement, en fait, nous, quand on réfléchit à ces questions aussi, on voit la manière selon laquelle on peut... Je pensais que c'était mon alarme, je n'avais pas parlé si longtemps. Non, tout va bien. Bon, donc, nous, on réfléchit à ces questions à partir aussi d'une approche des faits en cascade. Hein. C'est-à-dire que... et c'est là tout le problème des stratégies de mitigation, en fait, de réduction en fait, des émissions et ricochet aussi des polluants, dans le sens où une décision qui est prise, par exemple, dans le domaine des transports, a un impact spécifique aussi dans le domaine de la santé, il y a un impact aussi, par extension et ricochet, sur un autre domaine. Et cela est un peu lié à l'interaction, en fait, des secteurs aussi à l'intérieur de ces différents scopes, c'est-à-dire ces domaines d'émission, je vais les appeler comme ça. Martin, tu peux me permettre cette traduction, domaine de scope? Périmètre, c'était ça, oui. Je suis désolé, je anglais toute la semaine. Voilà, périmètre, donc des périmètres en fait de pollution, en fait c'est comment ces différents secteurs interagissent entre eux, et donc le problème qu'on a, c'est ces effets en cascade qui finalement finissent par empirer ou complexifier davantage d'autres problèmes si on ne les prend pas tous, si on les intègre pas tous dans une lecture plus holistique ou plus globale à l'échelle des émissions elles-mêmes. Bon, ça, puisque ce workshop ne traite pas sur la question des émissions, je vais passer un petit peu plus vite. En fait, c'est juste, j'imagine que vous connaissez, en fait, c'est comment est-ce qu'on définit en fait les émissions à partir de la consommation ou à partir de la production. Les sociétés plus influentes, on va dire, sont des sociétés qui, en général, s'interrogent plus sur la question de la production. Elles ont la capacité de réfléchir leurs émissions, même à partir des biens qu'elles consomment, hein, celles qui, au contraire, sont en état de développement, plutôt se concentrent davantage sur la consommation, sur les émissions qui sont le résultat de la production industrielle et autres, en fait, et à l'échelle locale. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que finalement, ces différents instruments stratégiques, en fait, certains pointent pollution atmosphérique, d'autres davantage vers la question des émissions gaz à effet de serre. Enfin, des fois communiquent, mais d'autres fois elles ne communiquent pas du tout, elles communiquent mal ou elles se superposent et elles créent en fait finalement des interdépendances dont les effets sont assez mal connus. Nous encore, je présume de vous présenter quelque chose dont nous on n'est pas encore très certain. En fait, c'est quelque chose qu'on veut évaluer à l'aune des résultats de notre projet. Mais on voit finalement comment ces différentes composantes peuvent finalement avoir un impact inattendu en fait sur d'autres initiatives de mitigation, et c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui également quand on réfléchit aux interactions entre gaz à effet de serre et pollution atmosphérique, en fait, et les composantes qui sont concernées. C'est-à-dire comment est-ce qu'en adoptant certaines politiques, en fait, on va avoir un impact qui sera peut-être contradictoire vis-à-vis des autres les standards de performance avec les impôts et les subventions publiques, les ETS en fait à l'échelle européenne, les marchés des émissions et autres. Donc c'est juste pour vous présenter un peu l'arène dans laquelle on est concentré en ce moment, en fait, et des choses qui nous complexifient énormément la vie. Aussi, et ça c'est une élaboration qui est un peu altérée sur un schéma qui était fait par Cochrane, qui est très bien fait. En fait, c'est sur finalement sur comment est-ce qu'on produit les inventaires, en fait, et finalement quels sont les périmètres, hein, les scopes en fait qui sont concernés, mais surtout en fait quelles utilisations ces inventaires peuvent avoir et surtout quel impact ils peuvent avoir sur la qualité de vie des citoyens, en fait, des personnes concernées. Et tout est une question de périmètre, tout est une question de finalement quel est l'objectif de l'inventaire en lui-même. Est-ce qu'il s'agit nécessairement d'une approche qui est éminemment destinée à tenir des engagements internationaux en fait rythmés par les COP, hein,
conférences de parties? Est-ce davantage en fait des dispositifs qui sont mis en place dans un objectif qui est plutôt endogène, c'est-à-dire celui d'assurer une meilleure qualité de vie de la population concernée à l'échelle locale ou régionale? Donc ces aspects sont essentiels, et aussi bien sûr en fait des calibrages en fait très précis en fait qui sont néanmoins articulés autour des nomenclatures du GIEC. Qui sont des calibrages par rapport à ce que l'on laisse dehors ou dedans en matière d'énergie, en matière de consommation, par exemple en matière de déplacement hors du périmètre de la région ou ville dans laquelle on fonctionne. Et ces petits choix, ces micro-choix finalement, ces calibrages de la dernière mille, si je peux me permettre, qui sont essentiels pour comprendre finalement la portée réelle de ce que l'on veut faire en termes de réduction d'émissions, enfin, en termes d'une meilleure qualité de l'air dans l'absolu. Donc je vais passer très vite sur ces questions parce qu'on les a citées déjà 3 fois et j'ai peur qu'on assomme un peu avec la même gravité de la chose. Je pense que les enjeux de santé sont bien connus et ils ont été très bien présentés avant moi, donc je vais aller... Voilà, on peut les chiffres un tout petit peu selon l'année, mais voilà, il y a une idée que les sources de la pollution sur lesquelles on peut agir sont connues. C'est un lourd tribut qu'on paye à l'échelle de la santé globale de la population. Et aussi, surtout, et peut-être c'est ça le point le plus intéressant, enfin, je pense, en fait, les pics de pollution et les alertes, ce qu'on était en train de dire avant, enfin, ne doivent pas masquer les niveaux de pollution quotidiens, en fait. Et surtout, des fois, aussi des actions qui sont contre-intuitives en matière d'émissions, en fait, et notamment de la qualité de l'air. On en parlait tout à l'heure à la pause, en fait, par exemple, à l'intérieur du système de transport parisien, le fait que les gens n'ouvrent pas les fenêtres parce que ils pensent que l'air dehors est encore plus pollué, donc du coup ils ventilent pas et ils s'exposent à des niveaux encore pires. Donc ça c'est un aspect essentiel, et des contradictions déjà qui vont au-delà du cadre national même, en fait, qui s'orientent aussi vers une articulation européenne, car c'est ça aussi le problème des politiques publiques en fait de la qualité de l'air et des émissions en fait. C'est que souvent on tient à négliger à l'échelle locale le fait qu'on se positionne aussi par rapport aux voisins. Quand on produit des politiques publiques, il y a des effets de benchmarking. Où est-ce qu'on se situe en fait au niveau performatif en fait par rapport aux politiques de réduction des émissions, et finalement comment est-ce que aussi on épouse ou pas en fait des standards, des régulations qui sont établis à l'échelle européenne ou à l'échelle de l'OMS. Et c'est souvent un des problèmes que l'on voit en fait avec les niveaux en fait qui sont les niveaux acceptables par l'OMS, c'est-à-dire qu'aucun pays finalement ne correspond à ces niveaux-là. Et ce qui, à l'échelle de la production de politique, fait qu'on se pose sérieusement la question de savoir si ce point de référence ne sert pas des fois comme un découragement ou finalement un élément contraire à la production de meilleurs niveaux de qualité de l'air et une réduction plus agressive des émissions. Donc voilà, le fait que les États membres finalement accèdent péniblement, en fait, épousent péniblement cette trajectoire souhaitée par l'Union européenne et par l'OMS sont un bon exemple de ceci. Je pense que je vais aller très vite parce que j'ai très peu de temps, si je vous en prie. Martin, il me reste combien en fait 5 minutes. Bon. Ok. Donc, bon, ça, j'ai un peu expliqué déjà, donc je vais aller un petit peu plus vite. Peut-être juste indiquer que la collecte de données par rapport aux gaz à effet de serre, en fait, l'inventarisation, en fait, est très importante dans le sens où ça permet d'objectiver aussi. C'est une question plus diffuse, en fait. Des fois, qui peut se présenter à l'échelle de la dégradation atmosphérique, en fait, et pour peu que ces éléments soient intégrés. Et aussi, en quelque sorte, ce qui est intéressant pour nous, et c'est un peu pour vous montrer un peu notre approche, en fait, pourquoi est-ce que nous on réfléchit à ces questions de cette manière, ça permet également, cette objectivation, permet aussi de mettre en exergue certains autres problèmes qui sont non abordés au niveau des villes. En fait, c'est là aussi, nous, on pense que la question de la qualité de l'air, la question de ces polluants à l'échelle atmosphérique, sont un grand révélateur aussi d'autres inégalités en matière de logement, en matière de mobilité, en matière même de planification urbaine. Et je pense que c'est aussi à ce niveau-là que les questions atmosphériques et des émissions ont un poids assez intéressant dans nos analyses. Et voilà, et là vous avez quelques indications sur le cas de Paris, mais je vais brièvement présenter le cas de Barcelone, en fait dans les 5 dernières minutes qui me restent. En fait, je suis vraiment désolé, hein, j'ai produit 1 million de choses, mais
le temps m'échappe, hein, c'est très peu. Donc voilà, ce qui est intéressant dans le cas de Barcelone, c'est que c'est une des villes les plus dynamiques d'Espagne, et on travaille dessus en fait depuis un petit moment, et surtout avec l'agence de santé publique de Barcelone et l'Ajuntament. Et ce qui est très intéressant dans le cas de Barcelone, c'est que Barcelone est un peu une ville sœur en fait de Paris, en fait, dans beaucoup des initiatives qui ont été conduites en termes de mitigation des émissions. Mais quand même, c'est une ville qui reste assez affligée par... Ça, c'est nouveau. Elle reste assez affligée par les concentrations atmosphériques néanmoins, et surtout avec une contribution très importante en fait, du secteur des transports, en fait, qui est celui sur lequel nous avons travaillé éminemment, et avec la mise en place aussi de dispositifs qui cherchent un peu à réduire l'impact d'une ville qui concentre aujourd'hui la plus grande congestion véhiculaire de l'Espagne. Et en particulier qui pose beaucoup de questions sur la redistribution aussi de ces polluants à partir de dispositifs de pacification en fait, à l'échelle urbaine. Par exemple, Barcelone notamment travaille sur la question des super îles, superillas, ça s'appelle en catalan, qui justement ont contribué à apaiser et à réduire en fait la production d'émissions dans le périmètre central, mais à finalement les redistribuer au périmètre extérieur. Donc c'est ce qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui dans l'absolu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en fait, sur le cas de Barcelone, très vite. Oui, aussi que ce qui est intéressant dans le cas de Barcelone, c'est bien sûr les objectifs, mais comme dans le cas de Paris, mais aussi, ce qui est intéressant dans le cas de Barcelone, c'est le fait que ce sont des approches qui finalement ont eu une entrée très participative, en fait, qui essayent d'intégrer de plus en plus la société civile dans un cadrage, en fait, de ces perceptions, en fait, des émissions et de la pollution atmosphérique, et aussi d'éducation des populations, et notamment à l'âge scolaire. Je me suis dit que ce serait une note optimiste sur laquelle finir cette présentation. Et surtout par rapport à une très faible politisation, en fait, en relation à la qualité de l'air. Et on voit, là vous avez quelques indicateurs, en fait seulement 3% des habitants de Barcelone considèrent la pollution et l'environnement comme le problème le plus grave de la ville, alors qu'ils en sont visiblement affectés néanmoins. Et donc comment est-ce qu'on transforme justement cette perception sociale collective, et comment est-ce qu'on peut mitiger le coût par habitant, alors que finalement les performances ne sont pas géniales en termes de réduction. Attendez, voilà, c'est ça, c'est lequel je voulais finir. Voilà, c'est l'engagement collaboratif, et ici, c'est un programme très intéressant qui a été mis en place avec le consortium d'éducation de Barcelone, où c'est 18 écoles primaires publiques dans 10 quartiers de la ville qui se sont finalement rangées, en fait, qui ont décuplé plusieurs fois en fait, la capacité de collecte de données de la qualité de l'air. Et qui finalement, ce programme pilote est censé consolider une perception collective autre des enjeux de la pollution atmosphérique et de la qualité de l'air. Et ces échantillonneurs en fait, de dioxyde d'azote, hein, c'est un point de départ, l'idée de l'Agence de santé publique de Barcelone, ainsi que de l'Ajuntament, qui est le gouvernement de la ville, et finalement de pouvoir en faire un dispositif permanent qui viendrait en aide des stations permanentes qui sont indiquées par les petites étoiles que vous voyez ici, en fait. Donc, qui sont bien moins nombreuses à l'échelle, mais qui s'associent à d'autres mobiles qui circulent par la ville. Bien sûr, ces dispositifs sont compliqués à répliquer après à une échelle métropolitaine, qui est celle que je vous montre ici. Et aussi, le problème qu'elles ont par ailleurs, c'est qu'elles ont beaucoup de mal à coexister avec des dispositifs beaucoup plus centralisés de la métropole qui cherchent à mitiger le transport. Et donc ces données, finalement, ne communiquent pas pour l'instant avec des politiques de mitigation des émissions à l'échelle du transport, à l'échelle de mitigation des émissions à l'échelle énergétique, qui sont décidées plutôt selon une logique de phénomène de sentier, en fait, et qui reposent sur des variables établies depuis des longues décennies. Voilà, donc juste pour finir, vous voyez, il y a une tonne de choses, il y a une étude qu'on a faite, voilà, mais ça fait trop de choses, et je veux juste finir par ma conclusion qui sera malheureusement en anglais. La qualité de l'air, oui, c'est une préoccupation très importante, mais pour qui, hein, pour qui, très important.
Et finalement, depuis notre perspective, c'est un problème de priorisation dans l'agenda gouvernemental. C'est aussi un problème de, finalement, visibilité du problème ou pas, parce qu'il n'y a jamais mieux dit que dans le cadre des émissions et des pollutions atmosphériques. Aussi, cette inadéquation que l'on constate, en fait, non seulement dans le cadre européen, mais aussi dans le cadre des villes qu'on a étudiées dans le Sud, sur ce décalage assez important entre les niveaux préconisés par l'OMS et les niveaux réels, et la progression vers ces niveaux dans les villes du Sud. Donc, on se pose finalement, il ne serait pas peut-être temps de trouver d'autres points d'ancrage que celui plus réaliste, en fait, avec l'état de ces sociétés. Et finalement, le fait qu'on a une grande diversité de réponses qui, finalement, dépendent beaucoup de la complexité scientifique, mais aussi politique de ce problème, et finalement aussi de la capacité en matière de politique publique pour combiner davantage, et mieux articuler, en fait, l'action des différents territoires entre eux. Voilà, c'est un peu le point de conclusion. Merci. Merci à tous. Donc on va passer à la phase de débat, pendant que j'invite